est mis en œuvre pour que Goma ne tombe pas. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil supérieur de sécurité convoquée lundi 5 février par le chef de l'État. Et puis la production de véhicules électriques Made in Africa, c'est le pari lancé par le jeune Africain. Le prototype est déjà sur pied et l'entreprise rassemble le fonds nécessaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je le dis au sommaire, tout est mis en œuvre pour que Goma ne tombe pas. Voilà ce qui ressort de la réunion du Conseil supérieur de la défense convoquée lundi 5 février par le chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, selon le VPM en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, qui a fait le compte rendu de cette réunion. L'armée met également tout en œuvre pour récupérer toutes les localités occupées par les forces rwandaises. Jojo Moulamba pour des amples détails. L'exécutif national congolais reste très préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Goma, au nord Kivu. Au terme de la réunion de Conseil supérieur de sécurité convoquée par le chef de l'État, il assure de tout mettre en œuvre pour que Goma ne tombe pas entre les mains de rebelles. Le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout en invitant la population à se méfier de réseaux sociaux qui distillent de fausses informations, le Conseil supérieur de sécurité a demandé au chef de l'État de lever les moratoires sur la peine capitale contre le traître qui sont au sein de l'armée congolaise. Je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Préoccupés aussi par cette guerre, les États-Unis appellent de nouveau le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à retirer les forces armées rwandaises du territoire congolais. Face à l'agression que subit la partie est de la République démocratique du Congo, notamment avec le M23, les réactions fusent de partout pour dénoncer les silences de la communauté internationale. C'est le sens d'une campagne qui prend corps dans les réseaux au début de cette semaine avec des hashtags comme Free Congo, Rwandais Killing, Je suis Goma et autres. Objectifs ici, c'est entre autres de faire entendre la voix de la RDC sur la crise sécuritaire qu'elle connaît. Suivez le récit qui nous en dit plus. En ce début de semaine, dans les réseaux sociaux particulièrement, plusieurs posts sont revenus sur l'attitude taciturne affichée par la communauté internationale sur la situation de l'Est du Congo avec des messages comme Rwanda's Killing, entendez le Rwanda tue, Free Congo ou Libérer le Congo, Je suis Goma et autres. Une expression de solidarité aux populations meurtries par un cycle infernal de l'insécurité avec sa cohorte de soucis humanitaires. C'est dans ce cadre que le célèbre footballeur congolais Cédric Bakambu a posté sur ses comptes réseaux sociaux: tout le monde voit les massacres à l'Est au Congo, mais tout le monde se tait. C'est dans cette montée de messages pointant du doigt accusateur les décideurs du monde que les États-Unis a fait une déclaration ce lundi réitérant son appel au Rwanda de cesser son soutien au M23. Bien avant, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a annoncé dans un post que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le facilitateur de l'EAC sur les conflits armés en RDC ont échangé sur la possibilité d'une réconciliation entre parties prenantes. À cela s'ajoute un article d'Afrique Intelligence qui révèle ce mardi que le président Tshisekedi aurait dit sa disponibilité à dialoguer secrètement avec le président Kagame à condition qu'il cesse son soutien au M23, ce que la porte-parole du président congolais Tina Salama a rejeté en bloc. Au-delà de la psychose qu'a créé l'avancée du M23 vers Goma, le Conseil supérieur de la défense qui s'est réuni ce lundi a rassuré que tout est mis en œuvre pour que le chef-lieu du Nord Kivu ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Ce silence de la communauté internationale s'observe alors qu'il y a le rapport Mapping et les différents rapports d'experts de l'ONU, entre autres, qui documentent les crimes commis en RDC, citant même les auteurs.
Parlons sport dans ces journaux. Nous voulons aller en finale. Ce sont le mot du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, le technicien manager qui affronte avec le 11 national ce mercredi les éléphants de Côte d'Ivoire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a fait part de l'intention des Léopards à aller en finale. C'était au cours de la conférence de presse d'avant-match ce mardi 6 février. La formation congolaise n'a pas atteint la finale de cette compétition depuis 50 ans. Blaise Kouzola pour les commentaires. Les léopards de la République démocratique du Congo vont faire face aux éléphants de la Côte d'Ivoire ce mercredi 7 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan pour une place en finale. En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre a loué les qualités des Ivoiriens et dit que son équipe veut aller en finale. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura 4 joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Il y a des signes maintenant. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale. Comme je le disais dernièrement, on est en demi-finale et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne canne. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour, parce que sinon ça sera une déception pour nous. De faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo, comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent et forcément demain ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent au Congo. Par ailleurs, l'RDC récupère son milieu offensif, Gaël Kakuta, blessé depuis la rencontre face à la Tanzanie. Le fauve congolais porteront également un brassard noir en mémoire de la population congolaise victime de tueries dans la partie est de la République démocratique du Congo, selon le communiqué de la Fédération congolaise de football association. Les hommes de Desabre tenteront d'arracher la qualification pour la finale, une première depuis 1974. Autre chose, vivre avec le déchet plastique, spécialement le bouteille, devenu monnaie courante à Kinshasa. Le caniveau, les rivières, les avenues ou encore les rues sont transformés en poubelles géantes où tout le monde le jette après usage sans être inquiet. Si pour certains, c'est par manque de poubelles, pour d'autres, c'est une question d'habitude. Suivez ce reportage de Francine Moukeba et Giscard Tamba. En République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier, vivre avec le déchet plastique, spécialement le bouteille, est devenu monnaie courante. Le plastique usé et jeté partout dans les rues de Kinshasa font désormais partie du décor de la plus grande ville de la RD Congo. Bien que récemment, l'autorité urbaine Gentini Ngobila ait déclaré avoir réussi de faire de Kinshasa l'une des villes les plus propres du continent. Sur le terrain, c'est le contraire qui est observé, car la capitale congolaise demeure une ville insalubre. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de passer un coin de la capitale sans tomber sur un tas d'immondices dans lequel le déchet plastique font la loi. L'opération Kimbopeto, qui devrait servir de modèle d'assainissement de la capitale de la RDC, à toute le peine du monde, a donné des résultats à la hauteur des attentes. Que faire de toutes les bouteilles en plastique jetées dans les rues? Quelques Quinois rencontrés sur le terrain répondent. Bouteilles plastiques, en tout cas, ils ont endommagé la ville. Les bouteilles sont en train d'endommager la ville. À l'époque où l'Union européenne existait, on recyclait encore. Je me demande souvent si le recyclage continue à se faire ou pas.
Selon moi, je propose qu'on commence à recycler les bouteilles pour que la ville soit propre comme avant. Recycler pour que la ville soit vraiment propre. Le gouvernement congolais, C'est le travail du gouvernement congolais. Celui-ci nous a amené Kinbopeto. Ils doivent assumer leurs responsabilités et aussi mettre la rigueur pour que les gens qui jettent les bouteilles partout dans les rues. Les conseils que je leur donne est que ces gens sachent que c'est notre pays. Si nous ne mettons pas la propreté, qui viendra le faire? Dans une ville où finalement les décisions virent au simple slogan, les Quinoises et Quinois se contentent d'observer l'invasion des déchets plastiques qui désormais touchent toutes les communes de Kinlabel. Et puis, dans plusieurs coins de la capitale, les affiches publicitaires sont collées ça et là dans les rues rendant certaines infrastructures publiques sales et méconnaissables, une situation qui défigure même le visage de la ville de Kinshasa. Le constat a été fait par Damani Mushinga et Giscard Tamba. Une ville propre est une ville agréable à vivre et à voir par tout ce qui compose son environnement. Dans la ville de Kinshasa, des murs et plusieurs autres infrastructures publiques le long des rues sont envahis par des affiches publicitaires, laissant sales ces supports où ils sont collés. La campagne électorale des élections du 20 décembre dernier avait occasionné que beaucoup de candidats puissent coller leurs affiches par-ci et par-là, mais après cette période, le constat est amer car la plupart n'ont pas pris soin de les enlever afin de garder l'image de la ville propre. C'est la saleté qui reste lorsqu'ils mettent des affiches. Pendant la campagne électorale, la CENI avait donné un délai à respecter pour que les affiches soient retirées et les candidats aux élections ont le devoir d'enlever les affiches après les élections car cela rend la ville sale. Certains pensent que pour éviter cela, l'État devrait imposer sa rigueur pour éviter que ces affiches soient collées dans l'anarchie. C'est à l'hôtel de ville de Kinshasa de recadrer les choses et ils doivent faire le suivi des affichages aux endroits appropriés. En principe, avant de coller les affiches, l'État doit être au courant afin que les délais d'affichage soient respectés. Tout ça, c'est l'État. Les autorités compétentes sont appelées à réguler les choses à ces sujets car cela salit davantage l'image de la ville de Kinshasa qui est déjà dans une bataille pour maintenir sa propreté. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Je l'ai dit au sommaire, la représentation de la société financière internationale compte apporter des solutions aux problèmes d'accès au financement de très petites et moyennes entreprises évoluant dans les secteurs agricoles, une ambition visant à mettre en place un système sur les crédits bail venant en appui à la loi déjà existante. À cet effet, le projet servira par ailleurs de cadre collaboratif pour soutenir un projet de modernisation à venir d'une valeur de 100 millions de dollars. Suivez. En collaboration avec les investisseurs, la Société financière internationale IFC veut miser sur le crédit bail pour financer les très petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur agricole au Togo. À cet effet, différents mécanismes de partage de risques et de garantie seront déployés en vue de créer un cadre favorable au développement de ce type de financement au profit des agriculteurs. Le secteur agricole en Afrique est plombé par le manque d'équipement. Alors, le crédit bail permettrait aux agriculteurs, aux sociétés agricoles d'obtenir le matériel agricole, les tracteurs, les transformeuses, tous les équipements utiles à l'augmentation de la production et à l'augmentation des rendements à l'hectare, permettant à cette agriculture de prendre son essor qui, à la longue, devra rembourser ce crédit bail.
Selon SFI Togo, qui vient en appui au secteur bancaire et aux institutions spécialisées dans le crédit bail, le leasing serait une clé dans le financement des équipements agricoles. En 2023, le secteur agricole occupe une bonne part des priorités gouvernementales avec une dizaine d'actions phares retenues et 52,4 milliards de francs CFA injectés, soit 3,4% du montant alloué aux ministères et institutions du pays. La mise en place du crédit bail fait partie de tout l'arsenal qu'il faut pour la modernisation du secteur agricole. Et ce serait un arsenal financier original qui permettrait de lever plus facilement les garanties du fait que la garantie est prise sur l'équipement acheté et ça sécuriserait tout le monde. Le Togo étudie par ailleurs un projet de taille dont l'objectif est de transformer structurellement l'agriculture nationale. Un projet de modernisation qui devrait coûter environ 100 millions de dollars et s'étaler de 2024 à 2030. Et puis les jeunes africains se sont lancés un pari, celui de lancer la production de véhicules électriques 100% made in Africa. Le prototype est déjà sur pied, l'entreprise rassemble déjà des fonds nécessaires et les débuts de la production est prévu en 2028 avec une capacité de production de 10 000 véhicules par an. Sans complexe, ces jeunes affirment que les voitures qu'émettent feront partie de meilleures voitures du monde. Pour y arriver, ils proposent une collaboration avec des partenaires internationaux dans le cadre d'accords gagnant-gagnant afin d'être compétitifs sur les scènes mondiales. Suivez. Ils sont toujours très occupés à enchaîner des réunions avec des partenaires potentiels partout où ils vont et ils se déplacent beaucoup. On vous présente Rui Mendes da Silva et Nissi Ogoulou, deux jeunes Africains qui se sont lancés un pari fou, celui de produire des voitures électriques sur le continent. Kemet Automotive, c'est la première marque de voitures électriques et connectées, made in Africa. L'idée, c'est de créer une marque automobile qui va rendre l'Afrique fière, qui va créer de l'emploi avec des usines sur le continent. Et l'idée, c'est de développer les véhicules électriques ensuite sur le continent pour participer à la réduction de CO2 dans les grandes capitales et puis devenir une grande entreprise africaine qui va briller dans le monde entier. Made in Africa, car toutes les composantes du véhicule seront fabriquées en Afrique. Et grâce aux Business Angels, le premier prototype est déjà prêt pour le lancement. Les fondateurs sont issus de la diaspora et déjà expérimentés dans les domaines de la mobilité électrique et l'industrie automobile. Nous sommes conscients que nous jouons dans la cour des grands maintenant et que nous sommes en train d'essayer de faire quelque chose qui aura un gros impact. Bien sûr que les gens nous remarquent, ils voient comment notre approche est différente, ils voient la qualité de notre travail, ils voient la passion, la motivation, l'esprit et le cœur qu'on y met. Mais au-delà de tout, ils voient des jeunes passionnés par ce qu'ils font et qui ont un plan solide qu'ils veulent révolutionner le continent. Déjà aujourd'hui, il y a plusieurs politiques gouvernementales qui sont là pour inciter la création d'industries. Pourquoi ? Parce que l'industrie, c'est le meilleur moyen de développer un pays ou un continent. Donc on est réconforté déjà par ça, parce qu'on se dit qu'il y a des politiques qui peuvent nous soutenir derrière. Et deuxièmement, nous, on a notre idée, on a fait nos études, on sait qu'il y a un marché. La construction de la première usine de Kemet Automotive sera achevée en 2027 et les premières voitures sont prévues pour 2028 avec une capacité de production de 10 000 véhicules par an. En novembre 2023, l'Association africaine des constructeurs automobiles a accueilli Kemet Automotive en tant que membre en phase de démarrage. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle le principal titre. Tout est mis en œuvre pour que Goma ne tombe pas. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil supérieur de sécurité convoquée lundi 5 février par le chef de l'État. Et puis la production de véhicules électriques Made in Africa, c'est le pari lancé par le jeune Africain. Le prototype est déjà sur pied et l'entreprise rassemble le fonds nécessaire. Et c'est tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.